à des apprenants. Alors, si au bout de l'évaluation, on constate que lui-même a des difficultés, on partira de ces difficultés pour un recyclage, pour une formation continue, etc. Donc, je pense fondamentalement qu'il faut tout combiner, aussi bien l'animation d'établissement, les conseils pédagogiques que assurent les conseils pédagogiques, et puis, au-delà de tout, le travail essentiel des inspecteurs. Donc, en définitive, il faut comprendre que le système doit évoluer dans une démarche de désintégration positive. C'est-à-dire que se considérer comme appartenant à une même famille, à un système, et puis dans le système, il y a des complémentarités, il y a des découvertes de force et de faiblesse, des compensations, etc. Donc, à partir de cette désintégration positive, les gens devaient pouvoir se remettre en cause par rapport justement à leur faiblesse. Et un bon enseignant doit toujours se remettre en cause. Moi, je continue de me remettre en cause sur beaucoup de mes articles publiés, sur certaines approches que je propose, même la démarche de l'approche par compétence aujourd'hui qui doit être fortement discutée. Nous avons notre mot à dire, parce que lorsque vous prenez la théorie socio-constructiviste et la théorie cognitiviste de Piaget, de Vygotsky, qui accompagne justement l'approche par compétence, il n'est pas donné que nous avons toujours la même compréhension. Et quelle est la part de l'interculturalité dans toutes ces approches? Donc, ce sont des questions fondamentales. On va faire un débat très bientôt sur l'approche par compétence. Oui, monsieur le directeur de cabinet. C'est juste pour dire que la formation doit être continue comme les recherches doivent être continues. Je me rappelle qu'il y a quelques années, le professeur Baguidi et moi, nous représentions, n'est-ce pas, le pays au Mali, dans un grand forum. Et les communications que nous avions faites là, en ce temps-là, si on nous les remettait aujourd'hui, ben, on ne va pas dire les mêmes choses. Mais monsieur le directeur de cabinet, ce qui a choqué également mon collègue Josué, c'est que vous ayez dit que l'évaluation va se faire sur le même niveau, apprenant-professeur. Comment cela va se faire? Et ce sera légèrement dosé. Ça va être légèrement dosé. Mais on ne va pas là pour les punir. Voyez-vous, ce qui s'est passé au niveau de l'enseignement maternel et de base, de l'enseignement maternel et primaire, je ne donne pas l'exemple du Bénin, mais je donne l'exemple du Burkina Faso, où on a donné à des instituteurs les mêmes dictées, les mêmes dictées. Ils sont passés à côté. Alors, s'ils passent à côté, là, c'est que le problème, c'est pourquoi il faut partir du niveau par rapport auquel ils évaluent, pour qu'on sache si l'évaluation qu'ils étaient en train de faire, sur la base de laquelle on veut les évaluer, était objective, était pertinente. On va faire un dernier tour de table. Vous savez, l'horloge, ça file tellement vite. Mais Ozias a soulevé un problème. Je voudrais bien qu'on en reparle. Est-ce que ceci va permettre également de récompenser le mérite? De récompenser le mérite. Oui. Nous allons dans les deux sens. On va récompenser le mérite. Comment? D'abord par une formation qui permettra, n'est-ce pas, à celui dont les capacités ont été détectées, de monter en palier. D'accord. Parce qu'il y en a qui sont... Il y en a... Nous voulons réparer une injustice. Il y a parmi ces enseignants, il y en a qui gagnent le même salaire depuis 10, 12 ans. Mais ce n'est pas bien. Il ne faut pas aussi, qu'en voulant réparer l'injustice, que vous en créiez d'autres, parce que tout se fait également. Il y en a qui entrevoient déjà, il y a toujours des brins de politique quelque part où c'est des craintes aussi. C'est justement par rapport à ça que je vais demander à mon ministre de m'instruire pour que, à mon tour, j'instruise, n'est-ce pas, des techniciens afin que le débat ne soit plus politique et que le directeur de l'inspection pédagogique et de la qualité, que le directeur de l'école de formation de personnel d'encadrement, que la directrice de l'enseignement secondaire général, que autour d'un plateau, le problème soit décortiqué de façon technique. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'ici, à travers nous, c'est le politique qui prend le dessus, mais nous devons à la vérité de dire aux enseignants qu'ils n'ont
pas à craindre des stratégies qui sont les nôtres, parce que nous appartenons au sérail, nous sommes du corps. Et le ministre lui-même, et le directeur du cabinet, et beaucoup d'autres. Mais on ne peut pas... vous n'allez pas désagréger ce que vous avez nous avons construit autant d'années à construire. Josué? Non, ça rassure. Juste 30 secondes et puis on a terminé. Non, ça rassure. Les explications du directeur du cabinet du professeur Baguidi rassurent. Je pense que ce qui est important, comme vous l'avez dit, c'est de faire en sorte que, en voulant remettre de l'ordre dans le système, qu'on ne crée pas des injustices, que cette évaluation-là ne laisse peut-être pas l'occasion de rendement de compte ou de situations désagréables au profit de tel ou tel autre. Mais je voudrais bien que les enseignants, enfin, les défaillants que l'évaluation va révéler. Parce que vous avez expliqué tout à l'heure, vous évaluerez sur la base de ce qui est enseigné aux apprenants eux-mêmes. Alors, dans ce genre d'évaluation, vous l'avez dit, il y a les meilleurs, il y a les bons, il y a les moins bons, il y a les carents, il y a les déficitaires, et ainsi de suite. Ceux qui vont se retrouver, je continue de le dire, c'est vrai que vous allez former. Vous allez mettre peut-être en place le système qu'il faut pour recycler, pour que ceux qui ne répondent pas encore, ceux qui n'ont pas encore toutes les aptitudes, puissent peut-être avoir désormais Mais je me demande si au bout de cette évaluation-là, vous ne vous retrouverez pas face à des situations totalement désagréables. C'est-à-dire, par exemple, que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gens qui véritablement... les gens qui ont peut-être besoin de, je ne sais pas combien de temps de formation encore avant d'être opérationnel au niveau de l'enseignement, parce que je continue de croire, par rapport à ma petite expérience, que ne vient pas l'enseignement qui veut, mais qui peut, pas seulement qui peut, mais qui a également les aptitudes, qui a également les compétences. Parce que je ne suis pas technicien, mais l'enseignement, c'est beaucoup de choses. C'est la connaissance, c'est du savoir, c'est de la pédagogie, c'est de la recherche au quotidien, c'est même du recyclage pour l'enseignant lui-même. Est-ce qu'aujourd'hui, et je vais peut-être finir là, au-delà de l'évaluation, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille désormais mettre un peu dans la tête de ces enseignants-là que le plus important, c'est d'abord l'auto-évaluation. Ce n'est pas d'attendre que le ministère ou que le système vienne par moment pour dire, on évalue pour voir comment est-ce que vous dispensez le savoir, mais essayer d'instaurer à leur niveau la culture de l'auto-évaluation. Je pense que c'est essentiellement, c'est quelque chose de très important. Oui. Et puis cette annonce impose déjà l'auto-évaluation. Oui. Et puis ça dépend aussi des matières dans lesquelles ils doivent composer. Parce que quand vous parlez par exemple de culture générale, on ne sait pas ce que vous y mettez. Non, il y a la culture générale, mais il y aura toujours une matière de spécialité. D'accord. Et puis après ça, il y aura une phase orale. On va les évaluer à tout point de vue. Mais le système mis en place est tel qu'il y aura de la place pour tout le monde. On peut être mauvais pour la classe pour enseigner. On peut être mauvais pour la classe de 3e et être bon pour la classe de 6e. Donc il faut faire, voilà. Il faut faire... Tout permettra des réajustements au niveau du sous-secteur enseignement secondaire. Merci beaucoup, monsieur le directeur du cabinet, d'être venu sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, professeur Baguidi. Merci pour la disponibilité. Josué, merci. Osias, merci. On se retrouve très certainement jeudi. Pour une autre chronique. Je dois vous remercier tous parce que vraiment, vous avez contribué à informer beaucoup plus que nous. Et merci. Là, je me dois de vous remercier. Merci beaucoup d'être venu. On marque une courte pause, le temps de retrouver Maurice Tantan et puis la suite de 5 sur 7 matin. À tout de suite. Allez, Maurice. Parfois, vos rêves vous paraissent si grands. Et pourtant, en prenant un peu de hauteur, vous pouvez les saisir. Quelles que soient vos ambitions les plus fortes, il suffit parfois d'un peu de hauteur pour se les approprier. Un monde de possibilités s'ouvre lorsque vous prenez de la hauteur. Pour vous donner plus de hauteur, Diamond Bank devient NCA Bank. NCA Bank, le vrai visage de la banque. Voici l'opportunité pour vous de faire le choix des meubles de qualité supérieure fabriqués par le génie béninois. Participez à la foire du meuble 2018 d'ATC Industrie du Bois du 27 novembre au 13 décembre 2018 au Hall des Arts de Cotonou. Ne ratez pas cette aubaine.
Merci de votre fidélité à la télévision nationale. La question du jour, devrait-on évaluer les enseignants au secondaire? Maurice Tantan, bonjour. Bonjour Ricardo, Loïc Kwekou, bonjour Serge Ayaka. Bonjour Maurice. Devrait-on évaluer les enseignants du secondaire? La question divise les internautes et les téléspectateurs pour la plupart. L'évaluation est une bonne initiative, c'est même impératif et nécessaire selon certains internautes. Pour d'autres, cette évaluation n'est pas opportune pour ceux-là. Les conseillers pédagogiques et les animateurs d'établissement peuvent déjà révéler le niveau des enseignants. L'évaluation serait donc une initiative pour des charges supplémentaires. C'est ce qui ressort des commentaires de ce matin. Je vais vous en donner lecture de quelques-uns, avec Jean Zounon qui dit il est impératif et très nécessaire d'ailleurs d'évaluer les enseignants du secondaire chaque vacances afin de leur permettre d'être en conformité avec les nouveaux programmes et autres. Clément Agboto nous dit quand le ministère des enseignements maternels et primaires voulait évaluer ceux du primaire de la maternelle, ce sont eux, donc parlant des enseignants du secondaire, qui étaient sollicités pour la surveillance et la correction des copies. Maintenant, c'est leur tour d'être évalués. On doit bel et bien les évaluer, insiste Clément Yelignan Agboto. Stéphane de Souza nous dit oui pour l'évaluation, non pour le licenciement de ceux qui n'obtiendront pas les moyennes requises. Je préconise, écrit-il, qu'on organise pour ces enseignants des séances périodiques de recyclage afin de leur rehausser le niveau. D'autres commentaires sur Facebook à présent. Prosper Yessoufou nous dit c'est une très belle initiative d'évaluer et de former les enseignants du secondaire. Mais il dit qu'il a un paradoxe. Si on évalue sans publier, c'est qu'on pense former les moins performants, or les reformer tous, mais selon leurs besoins. C'est dit donc in fine qu'ils seront tous formés, écrit cet internaute. Maintenant, pourquoi dépenser autant pour évaluer alors qu'on a la possibilité de les former tous en même temps dans les modules de formation précises? Parce qu'en gros, on sait ce qui manque aux enseignants, s'interroge Prosper Yessoufou Khoyeton. Abou Lanian Agbojo nous dit l'évaluation des enseignants de nos jours est-elle opportune? C'est l'interrogation qu'il pose dans son commentaire. Pour moi, non, répond-il, car dans chaque établissement, il y a non seulement les conseillers pédagogiques, mais aussi les animateurs d'établissement. Ces derniers assurent aussi bien le suivi au quotidien des enseignants, mais aussi la qualité des cours dispensés aux apprenants. Alors cette évaluation est inopportune et constitue des charges supplémentaires. Il serait mieux, écrit-il, que l'État assure la formation continue des enseignants et d'évaluer chaque établissement secondaire sur son résultat annuel et de procéder aux octrois de prix aux meilleurs enseignants. Un seul commentaire sur Twitter ce matin, Omo Idacha, qui dit évidemment qu'on doit évaluer les enseignants du secondaire. Ces dernières années, il y a eu un tel désordre dans le recrutement que l'État s'est très préoccupé du niveau réel de nos enseignants. Il est temps d'y remédier en les évaluant d'abord pour ensuite les remettre à niveau. Deux derniers commentaires sur WhatsApp à présent. Euphrem Webé écrit « J'apprécie personnellement l'idée d'évaluer les enseignants du secondaire, mais je pense que ce n'est pas bienvenu dans notre pays. C'est parce que le système éducatif est malade qu'on doit soumettre tous ces derniers au test », s'interroge Euphrem Webé. C'est vrai, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais je pense que nos autorités doivent apprendre à avoir confiance en eux. Je pense qu'on est allé un peu trop loin. C'est l'avis de Euphrem Webé. Et tout dernier commentaire, Brice Edemessi nous dit « Nul n'est détenteur du savoir éternel et celui qui n'avance pas recule. » Et c'est ce que le système de l'enseignement nous a donné jusqu'à ce jour. Évaluer, c'est la moindre des choses. Nous savons et connaissons comment certains sont dans la corporation aujourd'hui plus que jamais. Promouvoir l'excellence sans évaluation serait inutile. Maurice Tantan, merci beaucoup. Merci à vous, Serge. On vous retrouve demain. Demain. Allez, prenez soin de nous. À demain. Alors, combien sont-ils à vouloir faire des études supérieures et à miser sur le Québec et puis dans le Grand Nord? On va parler rapidement des études et du travail au Québec avec un doctorat en travail social à l'Université Laval de Québec. On vous parle de bonnes raisons de miser sur le Québec. C'est maintenant. Et à cet effet, nous recevons donc Sylvestre Rongbedi, il est doctorant en travail social à l'Université Laval, c'est bien cela. Bonjour Sylvestre. Bonjour. Alors, pourquoi étudier au Québec? Quelles sont les bonnes raisons que nous avons d'aller au Québec?
Moi, je pense que premièrement, c'est par rapport à la qualité du savoir. Il ne faut pas forcément dénigrer ce que nous avons au pays, loin de là. Par contre, là où il y a le savoir de haute qualité, il faut aller le chercher. Et le chercher, et pour moi, non seulement il faut le chercher, mais il faut revenir au pays pour pouvoir réadapter ce savoir-là à notre contexte. Donc, en dehors de cette qualité, il y a également une certaine ouverture d'esprit. Quand nous restons trop dans le même système, on finit par être borné, on finit par tomber dans la routine de ce que nous savons faire. Par contre, quand nous allons à l'étranger, on est capable de voir d'autres choses et d'innover dans nos pays par la suite. Donc, voilà les deux principales raisons que je pourrais donner. Oui, c'est vrai que les raisons, elles sont multiples, elles peuvent être multiformes également, hein, ce qui peut nous amener là-bas. Je rappelle que vous êtes aussi l'ancien président de l'association des Béninois, de Québec. On sait aussi que la vie, elle n'est pas toujours facile. Comment est-ce qu'on peut vivre là-bas dans le grand froid parfois? Vivre dans le grand froid, ça s'apprend, et ça s'apprend et ça se vit. Comme le disent certains amis, on finit jamais par apprendre comment vivre dans le froid, on fait juste avec. Donc, on essaie de vivre les hivers comme cela vient. Par contre, il faut juste être bien équipé, c'est l'essentiel, et avoir des gens autour de nous qui peuvent nous réconforter, parce que le moral tombe bas des fois dans cette période-là. Ce qu'on peut retrouver peut-être dans l'association des Béninois qui sont là-bas. Et je sais que vous avez en vue une belle initiative de donner aux gens de façon virtuelle, de les promener un peu dans ces différentes universités de Québec, à Taon, à Chicoutimi et tout le reste. Ce que nous offrons, parce que personnellement, moi, j'organise souvent des conférences sur les études supérieures en travail social, puisque c'est mon domaine quand je viens au pays. Par contre, là, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une certaine demande qui était là. Donc, j'essaie d'organiser avec quelques amis un événement beaucoup plus de taille à Boumé-Calavi et à Parakou pour essayer de donner de l'information assez directe et pertinente aux gens. Je me suis dit, je ne suis pas peut-être la meilleure personne pour expliquer toutes les offres d'études de l'Université de Québec à Montréal, par exemple, de l'UQAM. Donc, il faudrait que les représentants de l'UQAM eux-mêmes viennent donner cette information. Donc, on accueille les universités de manière virtuelle, on accueille également des banques, on accueille également des compagnies de télécom, puisque c'est les premiers services qu'on doit se fournir quand on va au Québec. Donc, ceux-là viendront en direct, par vidéoconférence, expliquer à tous nos participants comment les choses fonctionnent de leur côté pour que les gens aient la bonne information. Puisque l'ANAQ se multiplie aujourd'hui sur Internet. D'accord, parce qu'il y a tellement, c'est facile d'aller étudier, etc. Bon, peut-être qu'il y a un site que vous nous indiquez, on peut aller sur un site. C'est juste une page Facebook pour le moment. D'accord. La page s'appelle Marifa. Marifa, c'est M-A-R-I-F-A, pour signifier le savoir en swahili. Donc, tous ceux qui veulent avoir l'information sur cet événement, qu'ils aillent juste sur la page, et il y a vraiment tout. D'accord. On les informe dans tous les détails. Allez, c'est une promenade virtuelle sur la toile. Ne gaspillez pas vos mots à faire autre chose. Ça peut vous servir à quelque chose de plus important et d'intellectuellement correct. Merci beaucoup, Sylvestre. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. On va débriefer quand vous aurez fini aussi. Vous allez nous dire comment les gens se sont comportés sur la toile. Merci d'être venu. Merci à vous. Allez, à très bientôt. Alors, maintenant, on vous parle de littérature. C'est avec l'ingénieur Patrick Diossou qui nous emmène dans quoi déjà? Pourquoi pas moi? C'est ça le titre? Oui, pourquoi pas moi? C'est ça, pourquoi pas moi? On installe. Gérard Patrick Diossou, on va y aller très vite. Vous le savez, en 5 minutes top chrono, vous allez pouvoir nous dire justement ce qu'on peut retenir de Pourquoi pas moi de Wilfred Justin Adélakun. Oui, d'abord, Wilfred Justin Adélakun, c'est un jeune de son temps, le genre qui a déjà des défis qui l'attendent dans la vie, mais qui se lance aussi d'autres défis de vie pour réussir dans la vie, réussir sa vie. Et lui-même, il est diplômé en droit, option sciences politiques et relations internationales. Sa passion pour le développement personnel a fait de lui un écrivain et on l'avait déjà reçu pour un ouvrage « C'est encore possible ».
pourquoi pas moi, c'est sa deuxième publication. La question rituelle, pourquoi pas moi? Pourquoi ce titre? D'accord. Tout d'abord, je tenais à vous dire merci, M. Patrick Diossou, M. Loïc, bonjour. Bonjour. M. Sejayaka, bonjour. Bonjour. Voilà, à travers l'ouvrage, j'essaie quand même de m'adresser à une personne ou une catégorie de personnes qui m'est chère, c'est-à-dire la jeunesse. Vous savez, c'est une question très importante, une question que nous posons la plupart du temps, et surtout à des moments vraiment très exceptionnels. L'ami avec qui nous avons fait l'enfance aujourd'hui se trouve être ministre, député, président, et nous sommes à une position quand même peu enviable. Donc on se pose la question de savoir, mais pourquoi pas moi? Normalement, quelle différence pourrait exister entre moi et cette personne? Donc c'est une question très importante. Et j'en suis convaincu, je sais que M. Patrick Diossou, vous êtes posé aussi cette question durant votre résistance. Vu les circonstances, les situations que vous avez dû rencontrer par le passé, même si aujourd'hui la vie est littéralement belle, je suis sûr que vous avez quand même eu l'occasion de vous poser cette question, pourquoi pas moi? On va dire que c'est vrai, d'abord, c'est ce que je devais rappeler, c'est un ouvrage orienté développement personnel, mais un livre en fait qui est susceptible d'édifier la jeunesse africaine, la jeunesse béninoise. Un livre qui est destiné à impacter la jeunesse, à motiver la jeunesse, à lui dire, mais cher ami, c'est une question de temps. La vie n'est pas aussi injuste en tant que telle. C'est une question de temps. Aie simplement la foi et tu vas y arriver. Voilà. Oui, aie simplement la foi. Et justement, dans la préface, une préface écrite par Nestor de Wendy, je vais revenir sur lui tout à l'heure, okay. À l'entame de la préface, il y a un dialogue, et le dialogue, dans ce dialogue, une question est posée. Grand frère, comment fais-tu pour gravir au jour le jour les échelons? Et la réponse est, cher frère, le mérite revient à Dieu. Vous avez parlé de foi, tout à fait. Mais avant, le travail, surtout le travail bien fait. C'est à la page 5. Et à la page 8, Nestor Demwenji, vous avez précisé, il est distingué parmi les 16 jeunes leaders du monde en 2016 par la Commission européenne. Vous aussi, vous avez été distingué, vous avez été nominé pour comme meilleur jeune écrivain de l'Afrique par de African Talent Awards. Oui. Parlez-nous de cette nomination. Merci bien. Je fus nominé parmi les 7 meilleurs jeunes écrivains de l'Afrique par les Awards 2018. Et je ne sais pas par quels critères les gens ont certainement lu l'ouvrage. Ils ont estimé que j'avais un excellent style. Et ils se sont dit, bon, voici un jeune quand même qui a de l'avenir dans ce domaine. Tout à l'heure, j'entendais quelqu'un sur le plateau qui disait ceci. Il dit, c'est vrai que la politique aujourd'hui a pris le dessus, effectivement. Mais il faut montrer aux gens, aux politiques, qu'en dehors de la politique, nous avons également d'autres domaines sur lesquels il va falloir insister. Donc, je fus nommé effectivement la semaine passée. Oui. Et présentement, nous sommes dans la phase de vote. Et vraiment, j'incite le peuple béninois parce que je suis le seul béninois qui a été nommé dans cette catégorie. À l'instar des Ivoiriens, dans notre catégorie, nous sommes 7. Nous avons 570 nominés africains, mais dans notre catégorie, nous sommes 7. Nous avons 3 Ivoiriens, quelqu'un qui vient du Kenya, quelqu'un qui vient du Sénégal, et je suis le seul béninois. Donc vous voyez que c'est le Bénin que je vais représenter. Je vais porter haut le flambeau du Bénin. Donc ce que je demande à toute la jeunesse béninoise, à tout le peuple béninois, c'est de nous soutenir. Simplement, il suffit de cliquer sur le lien http://africantalentawards.com. Si vous cliquez sur le lien, vous verrez toutes les informations. Il y a une panoplie de catégories qui va apparaître sur la toile. Vous allez dans la catégorie meilleur jeune écrivain, voir nominé, vous voyez ma photo et puis c'est fait. Vous me soutenez. Mais d'abord, pour la petite histoire, permettez-moi de dire que j'étais 7e, mais aujourd'hui, pendant que je vous parle, j'occupe le rang de... Je suis 2e en fait sur la liste. Et il y a encore de l'espoir. Le vote prend fin le 20 décembre 2018. Voilà, ça c'est la grosse parenthèse. L'ouvrage est constitué de 3 parties. La première partie, à la page 13, est intitulée « Pourquoi pas vous ?» Et la deuxième partie, page 51, quelques parcours de modèles de réussite. Il y a le parcours d'une consoeur collègue à la page 428. Bon, on n'aura pas le temps de lire. Oui. Oui, page 428, on va demander aux téléspectateurs de tout faire pour prendre ce livre, parce que moi je l'ai lu, il est très intéressant. Oui. Ça, je peux vous l'assurer. Hermione Ligan. Oui, j'ai vu même beaucoup de confrères qui ont été interrogés là-dedans. Oui. Super bien.
Et puis la troisième partie, page 101, parle des 55 citations de Wilfried Justin Adélakun. Voilà l'ouvrage présenté en 5 minutes, vous avez dit. Oui, et vous avez réussi. Vous êtes bon. Merci. Ça n'arrive pas souvent. Et merci à Wilfried, beaucoup de courage. Merci beaucoup. Non. Ça n'arrive pas souvent que de... Exactement. Non. Surtout intellectuellement parlant, rien à dire. C'est du bon, c'est du bon. Patrick, quand même. C'est reconnu au-delà même de l'Atlantique. Merci. Allez, rassurez-vous, on va voter pour vous. On a besoin que vous soyez le premier. Ça va se faire. Beaucoup de courage. Merci Wilfried Justin Adélakun. Merci beaucoup, monsieur. Merci. L'ingérable Patrick Jossou. L'ingérable Patrick Jossou. Allez, à très bientôt. À bientôt. Allez, on fait le sport d'abord ou bien on lit les journaux d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? On passe au sport. D'accord, c'est le sport, c'est maintenant. Le sport avec Hugues Zinsou-Zounon. Bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver ce lundi matin. Le plaisir est partagé. Bonjour Zinsou, bienvenue. Merci. Et vous nous emmenez écouter aujourd'hui Didier Drogba. Effectivement, 20 ans de carrière, la star ivoirienne Super Dédé comme on l'appelle est désormais à la retraite. Il revient sur sa longue et brillante carrière. Vélodrome, hein? Drogba has surely finished off Liverpool once and for all. Il a mis. Oui, il a mis. C'est nouveau. Bravo Didier Drogba. Bravo, bravo Didier Drogba. De la Ligue des Champions. Cet homme mérite une statue. Didier Drogba est au sommet de l'Afrique du football et avec lui, la Côte d'Ivoire. C'est déjà fini? Vous venez d'annoncer votre retraite, c'était le moment d'arrêter? Oui, je pense que 20 ans de carrière, c'est vrai que ça paraît symbolique. Je pense que la boucle est bouclée à ce moment-là. Ça c'est bien fait. Ouais, c'est super. Bravo Drogba. Voilà, les petits sauts. Marseille, c'est le club où tu prends une autre dimension, quoi. Et ce passage a été court, mais très intense. On a pu le voir dans les images. J'avais jamais vécu ça. Et jusqu'à présent, je n'ai jamais vécu ça. Tu vis toujours l'OM aujourd'hui? Toujours. Qu'est-ce que vous en pensez? On s'attend toujours à mieux. Comme déjà à notre époque. Ils ont une vraie capacité de réaction. Et je pense qu'ils vont reprendre un bon rythme et puis finir fort. Pour aller plus haut, il faut un effectif costaud, consistant, être capable d'avoir quasiment 2 équipes pour pouvoir rivaliser avec le Paris Saint-Germain et les équipes de tête. C'est un travail qui doit se faire sur le long terme et je pense que petit à petit, les choses vont venir. Aujourd'hui, Gérard Mitroglou a un petit peu de mal. C'est pas ce qui manque à l'OM, un grand buteur? On a tous eu du mal à un moment donné. Mais moi, en tant qu'attaquant, je sais que ce sont des choses, des passages qui arrivent et j'ai beaucoup de respect pour Mitroglou et ce qu'il fait. Et voilà, c'est toujours comme ça. Dans les moments difficiles, on cherche toujours quelqu'un de meilleur. Mais la meilleure des choses, c'est de l'encourager, de l'aider à sortir de ce moment-là. Je sais que je suis avec un homme fantastique. Mon équipe, c'est Didier et 10 autres. Centre. Déviation. Et but. C'est incroyable. Oh là 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 là. Didier Qu'est-ce qu'on ressent quand on gagne une Ligue des Champions? Beaucoup de choses, sachant qu'on court après ce trophée-là, même je dirais, depuis Marseille. C'est un rêve de jeune gosse. Vous continuez à suivre la compétition aujourd'hui? Oui, forcément. Un favori pour cette année? C'est quand même assez difficile de se prononcer cette année. Je pense qu'on aura toujours les mêmes équipes,
les 8 équipes là, qui sont toujours là. C'était Paris ou pas dans les 8? Oui, Paris peut être dans les 8, effectivement. Et dans le dernier carré, c'est l'objectif du PSG. Oui, ça, après, c'est leur sauce. Hein. Moi, c'est difficile de se prononcer parce que c'est une compétition où tu peux sortir très rapidement, tout comme tu peux aller loin, le moment où tu t'attends le moins possible. Je la voulais, toute la famille la voulait. Vous voyez comment on est venus nombreux, mais il va avoir le ballon d'or. Est-ce qu'il vous a peut-être manqué un titre avec la sélection pour avoir ce ballon d'or? Ouais, je sais pas, sûrement. Pas un regret? Si, parce qu'on est compétiteur et qu'on a toujours envie de remporter des trophées individuels, mais croyez-moi, avec, j'aurais mieux dormi peut-être, mais sans, je dors très très bien aussi. Super Dédé, Didier Drogba. Il est tranquille dans la tête, comme on le dit, sans jouer avec, il dort bien, Didier Drogba. Allez, parlons maintenant de NBA. Doncic chanteur, les Houston Rockets. Effectivement, vous avez bien prononcé le nom. Les Dallas Mavericks, ou les Mavericks Dallas, ont dominé les Houston Rockets 107-104 grâce à un Luka en feu en fin de partie. Les Houston Rockets étaient pourtant bien partis pour l'emporter. Avec un James Harden en grande forme, 35 points au cours de la partie, bien soutenu par Chris Paul, les Rockets menaient au score face aux Dallas Mavericks jusqu'à 3 minutes avant la fin du match. 3 petites minutes, c'est le temps qu'il aura fallu à Luka Doncic pour renverser complètement le cours du jeu. Alors que le Slovène avait été jusque-là peu décisif, celui-ci s'est mis à enchaîner les paniers jusqu'à ramener son équipe à égalité. Après 2 lancers francs manqués par Chris Paul coup sur coup, Doncic tente le shoot à 3 points. Et c'est réussi qui permet aux Dallas Mavericks de passer devant en assommant moralement leurs adversaires, incapables d'égaliser jusqu'à la fin. Dans cette conférence Ouest très serrée, Dallas est donc bien parti dans la course aux playoffs, alors que Houston enchaîne une 3e défaite consécutive. Ça doit faire mal, ça. Hein? Ah oui, ça fait très mal, mais c'est le basket, c'est le game, comme on le dit tout simplement. Allez, on va terminer avec un athlète été. Hein? Il est passé de la gloire à la misère. Et vous nous tracez son parcours. Effectivement, l'Éthiopien Terimou a tout perdu en gagnant sa médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Rio. Son rêve de gloire s'est transformé en cauchemar. L'Éthiopien Tamirou Kefeyale Demise vit depuis 2 ans au Brésil. En 2016, il décroche une médaille d'argent aux JO paralympiques de Rio. Il se fait aussi remarquer en défiant publiquement les autorités de l'époque d'Addis Abeba. Depuis, il n'ose plus rentrer chez lui et vit dans des conditions précaires. À cause de ça, dit-il, à cause de la protestation, j'ai perdu ma médaille. J'ai perdu mon record du monde. J'ai perdu ma vie. Son geste, franchir la ligne d'arrivée du 1500 mètres, les bras croisés au-dessus de la tête, un signe de protestation utilisé alors par les opposants au régime éthiopien. L'athlète malvoyant pense que le Brésil peut lui offrir une vie meilleure, mais pour cela, il vient d'engager une course à la nationalité. Aïe, aïe, aïe. Bon, d'accord. Ça va être tout pour aujourd'hui? Terminé pour cette page d'espoir. Merci beaucoup, Zissou. À demain. À demain. Allez, on va maintenant lire les journaux. C'est la revue de la presse béninoise et c'est bien sûr avec Bill Aguiar. William Aguiar, bonjour. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Bill. On démarre par la grosse actualité du week-end, c'est bien la naissance du Parti républicain à Parakou. Oui, le bloc républicain est né et concrétise le rêve de Patrice Talon, titre La priorité très attendue. Le bloc républicain est désormais une réalité avec ses 2000 congressistes et 30 000 militants. Ce parti d'envergure nationale, symbole d'unité, a pris son élan avec plein d'énergie, peut-on lire dans les colonnes du quotidien de Bénotin. 158 formations politiques pour un Bénin gagnant, écrit pour sa part le potentiel, qui ajoute que Talon réalise le miracle de l'unité nationale. Quant à l'idéologie du bloc républicain, Afrique Express nous informe que le choix du libéralisme est son ultime option pour la construction d'un Bénin uni. Le journal affiche à sa une les photos de Jean-Michel Abimbola, Ablaye Bioj-Tchane et Robert Guillan et précise à la page 3 du journal que c'est le trio qui va conduire le nouveau parti avec 56 autres membres. 56 autres personnalités, tous membres du bureau politique. Une précision qui revient à la une du quotidien. L'événement précis
qui publie la liste complète des 59 membres du bureau politique. Le journal nous donne à lire l'intégralité des résolutions prises au cours du Congrès ainsi que la déclaration finale issue des travaux et souligne que Abdoulaye Biotchane, dans son adresse, a salué le leadership éclairé de Patrice Talon et a rappelé que l'une des ambitions des réformes est d'opérer une profonde transformation visant à rationaliser le nombre de partis et à consolider et à faciliter de ce fait une visibilité et une lecture de l'exercice du jeu politique au Bénin. Et puis on reste toujours à Parakou, William Aguiar. Vous nous dites qu'à l'aéroport international de Tourou, les premiers vols sont imminents. Oui, c'est ce que nous dit le quotidien de service public La Nation. La question de la mise en exploitation de l'aéroport de Tourou est de nouveau d'actualité. En témoigne écrit Mori Yansounou la promesse d'y organiser les premiers vols sur cette plateforme faite par le président directeur général du groupe danois WAA, Michael Thorsen-Niel. C'est un grand intérêt pour nous de prendre cet aéroport. Pour commencer rapidement, gérer, a-t-il déclaré, les atouts recensés, poursuit-il, nous permettent d'y investir beaucoup. Les aéronefs sont déjà disponibles, rassure-t-il, et au ministre Sama Dambi, assurant l'intérim de son collègue des infrastructures, de préciser que l'accord avec le partenaire est obtenu et que les études approfondies de rentabilité économique sont en cours. Et une fois terminé et mis en service, l'aéroport va jouer le rôle de liaison entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud et pourra même desservir d'autres pays de la sous-région tels que le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Nigeria et le Niger. Et pour finir, William Aguiar, le virus Lassa malheureusement est de retour au Bénin. La lettre a été donnée par le ministre de la Santé lui-même, nous apprend Fraternité de la déclaration du ministre. Le journal retient que c'est à Parakou qu'un cas suspect a été détecté. C'est une patiente de 22 ans, béninoise venue du Nigeria et admise au CHUD de Parakou. La patiente a été isolée et mise sous traitement spécifique, mais le potentiel rassure que la surveillance épidémiologique a été renforcée pour la détection rapide de tous les autres cas suspects, y compris au niveau communautaire, ainsi que les personnes ayant eu des contacts avec la patiente. L'événement précis publie la déclaration d'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Lassa et nous apprend que Benjamin Oupatine descend d'urgence sur le terrain. Et pour finir, Ricardo, très rapidement, avec cette revue de presse, la priorité nous rappelle que nous sommes aujourd'hui 10 décembre et qu'à cette date, en 1906, le roi Béhanzin décédait à Blida en Algérie, 112 ans déjà, précise le journal, qui propose un dossier complet sur l'histoire du souverain. Merci beaucoup, Bill Aguiar. Merci à vous. On en profite pour dire félicitations à ceux-là qui ont gagné et remporté le tournoi des institutions de la fonction publique. Le TIFOP Adonis a remporté 2 médailles, rien que pour l'ORTB. Bravo Adonis, et à Timothée également qui revient avec une médaille. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. On a fini. Juste après la pub, on vous dit au revoir. La SBEE informe son aimable clientèle que depuis quelques jours, elle a entrepris sur toute l'étendue du territoire national une campagne de recouvrement des créances de consommation de factures. Cette campagne concerne principalement les clients qui détiendraient encore des factures impayées au 30 septembre 2018. Par conséquent, la SBEE invite tous ses clients se trouvant dans cette situation irrégulière à se rapprocher au plus tôt des guichets de paiement pour s'acquitter de leurs factures. Au cas contraire, ils s'exposent inévitablement aux mesures coercitives d'isolement du réseau électrique. La SBEE remercie son aimable clientèle pour sa bonne compréhension et la rassure de sa détermination à nous fournir de meilleures prestations. La SBEE, à votre service 24 heures sur 24. Ceci porte la signature du directeur commercial et de la clientèle Raymond Okpaïcha. Pour toutes vos commandes de gâteaux, mignardises, entremets, viennoiseries, petits fours et bûches, une seule application, Kekadit. Disponible sur Play Store. Commandez de partout et faites livrer sur Cotonou et environ.